Ceci n'est pas une table ronde. Ceci est une rencontre musicalo-littéraro-bizarro aux imaginaires. On a la grande chance de pouvoir passer une heure avec Ken Scholes. Alors, pour ceux d'entre vous qui éventuellement ne le connaîtraient pas, il est l'auteur d'une trilogie qui vient de paraître chez Ouvrage de l'Homme, qui s'appelle Les Psaumes d'Isaac. Le troisième tome est paru il y a pas très longtemps. Moi, je regarde s'il y a des gens qui savent, mais incessamment sous peu. Enfin, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et qui est en soi déjà une trilogie de fantasy, sa première, mais avec pas mal d'éléments. On a une espèce de méca, de robots un peu particuliers. Donc on va pouvoir vraiment en discuter. On a la grande chance d'avoir Maud Ruez qui va pouvoir nous lire des extraits et des passages. Voilà. La traduction est assurée par l'immensissime Lionel Davout, qui non seulement est auteur, mais qui est en plus traducteur, interprète, et depuis pas longtemps chauve. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec Anthony, évidemment. Et voilà, et donc nous avons Ken Scholes, et Ken Scholes, on va partir un petit peu du début pour essayer de cerner le personnage. On va parler musique aussi avec lui, car peut-être qu'hier vous avez assisté à ses performances vocales et musicales. Voilà. On va simplement commencer par Ken Scholes petit. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la science-fiction et la fantasy? The first science fiction and fantasy novels that I read were Trapped in Space by Jack Williamson and Runaway Robot by Lester Del Rey. I read them in a tree. I climbed up in the tree with the books and I didn't come down until I finished them. So I started there, but even earlier, science fiction and fantasy showed up on my television with Speed Racer and Batman and Land of the Lost. And, you know, the influences, television programs of the early 70s. And then the big influence that really started it was Ray Bradbury with Martian Chronicles, and then he has an essay called How to Keep and Feed a Muse. And I read this when I was 13, and I had to be a writer. Les premiers auteurs et romans de science-fiction et d'imaginaire que j'ai lus, c'est Trapped in Space de Jack Williamson et Runaway Robot de Lester Del Rey. J'ai lu ça quand j'étais dans un arbre. En fait, je suis pas redescendu jusqu'à ce que j'ai fini de les lire. Mais avant même ce contact-là, j'avais déjà des contacts avec l'imaginaire à la télévision, avec des séries comme Batman, Land of the Lost, Speed Racer, etc., qui étaient les séries qui passaient à l'époque aux années 70. Mais vraiment mon influence, énorme influence sur moi, c'était les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et notamment, il a écrit un essai qui s'appelle How to Keep and Feed a Muse, c'est-à-dire comment conserver et nourrir une muse, qui portait sur l'écriture. J'avais 13 ans, j'ai lu ça, et quand j'ai lu ça, j'ai su que je voulais être écrivain. And so once I started to read, I couldn't stop, and I started reading everything. I was reading westerns and spy stories and mysteries and children's stories and science fiction, and anything I could find. So all of that eventually did something to my brain and led to my short stories and then my novels. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire ça, il fallait que je lise, et je suis devenu un lecteur compulsif. Il fallait que je lise absolument tout. Et je lisais tout, du western, du roman d'espionnage, du polar, de la littérature jeunesse, de la science-fiction. Et puis au fur et à mesure, je crois que ça a fini par me faire un truc au cerveau. Et c'est arrivé jusqu'à l'écriture de mes nouvelles, puis de mes romans. And then there was Dungeons and Dragons, which we all know what it does to people. Puis il y a eu Donjons et Dragons, et nous savons tous ce que ça fait aux gens. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Est-ce que tout de suite c'était de la fantasy? I started with, I mean, the first things that I wrote were picture books that I stapled together and begged my librarian to put in the school library. So the impulse was there very young. After How to Keep and Feed a Muse, I started to handwrite short stories. And they were, the first short story I wrote
was called The Attic, and it was about an old man sitting on his porch, drinking lemonade, and going through a box of pictures while he waited for the Soviets' missiles to crash. Kind of a very Bradbury kind of sort of nostalgic story. By the time that I was 14 or 15, I was writing letters to Ray Bradbury, and I was typing my stories and researching markets and submitting them for publication. And then I ran off and joined the ministry and left writing behind for a decade. Les toutes premières choses que j'ai écrites, en fait, c'était des petits livres illustrés que j'agrafais et ensuite je suppliais, je mendiais auprès du bibliothécaire de mon école pour qu'il les prenne et qu'il les accepte. Après avoir lu l'essai de Bradbury dont je parlais tout à l'heure, j'ai commencé à rédiger à la main des nouvelles. Elles étaient bien, comment dire, la toute première que j'ai écrite s'appelait The Attic, le grenier, et ça parle d'un vieillard qui est sur le porche devant sous le porche devant sa maison. Il boit de la limonade et il fouille une boîte de photos, de vieilles photos de sa vie, et il attend en fait que les missiles soviétiques viennent s'écraser sur lui. Donc c'était un peu une histoire à la Ray Bradbury dans l'esprit. Quand j'ai eu 14-15 ans, justement, je me suis mis à écrire plein de lettres à Ray Bradbury. J'écrivais mes histoires, je les tapais à la machine. Je commençais déjà à faire des recherches sur les marchés, à soumettre des histoires. Puis là, je suis parti, j'ai fui, j'ai rejoint le clergé et j'ai laissé l'écriture derrière moi pendant 10 ans. Il vous a répondu, Ray Bradbury? Yes, I have them at home still in my box of treasures. Actually, right next to my gigantic yellow plastic cat from Imaginal. Oui, je les ai toujours, je les ai dans ma boîte au trésor, je les ai chez moi, dans ma boîte au trésor, donc à côté du chat en plastique géant qui était mon prix Imaginal l'année dernière. Là, on est vraiment au début, vous commencez à écrire, on va aller un petit peu plus vite, mais quelques années plus tard, il y a les premières publications. Pour ceux éventuellement qui aimeraient écrire, quel a été le déclic entre vraiment les nouvelles, les écrits pour vous et le professionnel? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup vous avez été publié? I think that it was diligence and wanting it badly. It was the experience of feeling story when you make it and then share it with another. And when I did come back in 1997, my first short story was then published 3 years later. So 2000 to 2006, I wrote only short stories. But it was hard work. It was, you know, I've heard it called pathological persistence. Je crois que déjà il y a la persévérance, la diligence, le fait d'en avoir vraiment très envie, et puis le fait de cette sensation de sentir une histoire se construire, de la construire et d'avoir des émotions au fur et à mesure que cette histoire naît, et de vouloir la partager avec les autres. Quand je suis revenu en 1997, j'ai publié ma première nouvelle 3 ans plus tard, et donc de 2000 à 2006, je n'ai publié que des nouvelles. C'était beaucoup de travail, un travail difficile, et d'ailleurs certains dans mon entourage ont qualifié ça de persistance pathologique. On arrive doucement au psaume d'Isaac, et je vous propose de faire une première pause, puisque justement Maud a le prélude à vous lire. Winweir est la cité des robes, de la pierre et du papier. Elle se tapit à la frontière des terres nommées, près d'un fleuve large et paresseux. Elle tient son nom d'un poète sacré pape, le premier pape du Nouveau Monde. Winweir, cet ancien village perdu dans une forêt, est devenu le centre de l'univers. Berceau de l'ordre andro-francien, Winweir abrite sa grande bibliothèque, mais aussi de nombreuses merveilles scientifiques et magiques. Une de ces merveilles observe la ville du haut du ciel. C'est un oiseau de métal, un miroitement doré qui réfléchit les rayons du soleil de l'après-midi dans l'immensité bleutée des cieux. Il tourne et attend. Lorsque le chant s'élève de la grande place de la cité, le petit automate écoute la mélodie se développer.
Soudain, une ombre passe sur Winweir, l'air se fige. De minuscules silhouettes s'immobilisent, lèvent la tête. Une nuée d'oiseaux prend son envol et se disperse. Puis le ciel se déchire et un déluge de feu s'abat sur la ville. Lorsqu'il s'interrompt, il ne reste plus que les ténèbres. Les ténèbres et la chaleur. Un souffle brûlant soulève l'oiseau et le propulse plus haut. Un engrenage tourne mal, les ailes compensent la défaillance, mais un peu de fumée noire macule un œil de l'automate. La cité hurle et soupire 7 fois. Après le 7e soupir, un rayon de soleil éclaire le sol calciné pendant un bref instant. La plaine est noire, les tours ont été rasées, les caves, écrasées sous le poids de la désolation, se sont transformées en cratères. Une forêt d'os, laissée intacte par les vertus d'une ancienne magie de sang. Elle s'éparpille sur la plaine fumante, criblée de 1000 impacts. Les ténèbres dévorent la lumière, tandis qu'une colonne de fumée et de cendres cache le soleil. Le petit automate doré s'éloigne, enfin, vers le sud-ouest. Il dépasse sans difficulté les autres oiseaux dont les ailes fumantes battent avec frénésie pour lutter contre les courants d'air chaud. Des messages sont attachés à leurs pattes avec du fil blanc, rouge ou noir. L'oiseau doré file à basse altitude en laissant échapper des gerbes d'étincelles et de petits bruits secs. Il est impatient de retrouver sa cage. Merci à Maud pour ce passage. Tout de suite, il porte le décor. Hein, une cité, une destruction, et à partir de ce moment-là, l'intrigue va se mettre en place. Peut-être d'abord, comment est née l'idée de cette histoire? I was still writing short stories, and I had seen that there was a magazine that was asking for short stories about mechanical oddities, and I thought, I'd like to sell them a story. I'll write one. And so, if you look in Lamentation, you can see the short story is buried there. It starts with Rudolfo's Gypsy Scouts found the metal man weeping. And then it ends with him. There'll be time enough for rest after the war is won. So all of Rudolfo's scenes form the short story, which was originally called "Of Metal Men and Scarlet Thread and Dancing with the Sunrise." I wrote the short story thinking nothing really special about it. Unfortunately, the magazine had too many submissions, so they closed before their original due date. They never saw it. But Realms of Fantasy bought it. And when Realms of Fantasy bought the story, they hired Alan Douglas to do the art, which I would encourage everyone to look for online. It has the same name as the story. Because when I saw the art, I knew that there was more to Isaac's story than what I had told, and I decided, it'll be 4 short stories. En fait, c'était l'époque où j'écrivais encore des nouvelles, et j'ai vu à ce moment-là un magazine qui demandait des soumissions pour des histoires, des nouvelles, sur des bizarreries mécaniques. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien leur vendre une nouvelle. Donc, si vous lisez Lamentation, en fait, cette nouvelle est enterrée dans le cœur du roman. En fait, toutes les scènes de Rodolfo, à partir du moment où il découvre cet homme mécanique en train de pleurer, jusqu'à la scène qui se termine où il dit « nous aurons le temps de nous reposer après la guerre », constitue en fait cette nouvelle qui est toutes les scènes de Rodolfo liées ensemble. Elle s'appelait Of Metal Man and Scarlet Thread and Dancing with the Sunrise, c'est-à-dire à peu près des hommes en métal, fils écarlates et danser avec le lever de soleil. Et donc j'ai envoyé cette histoire, mais malheureusement le magazine qui acceptait les soumissions en a vraiment reçu beaucoup trop. Ils ont dû fermer leurs soumissions avant la date limite qu'ils avaient annoncée. Donc en fait ils l'ont jamais vu. Mais après le magazine Realms of Fantasy l'a acheté et ils ont embauché Alan Douglas pour faire la couverture qui allait avec.
Et quand j'ai vu, d'ailleurs cette couverture est toujours disponible en ligne, hein, si vous cherchez le titre de l'histoire, vous la trouverez. Et quand j'ai vu cette illustration, je me suis dit, oula, il y a peut-être plus, l'histoire d'Isaac cache peut-être davantage que ce que j'ai dit. Donc d'accord, allez, ce sera 4 nouvelles. And so, 4 short stories. I wrote the second short story. I sent it to Realms of Fantasy, and they said, oh no, it doesn't stand alone. And there was a note in the margin from Shauna McCarthy that said, go write a novel in this world with these characters. And I said, I write short stories. I'm not going to write a novel. Novels are big and scary. And so my best friend Jay Lake and my wife took me to dinner, and they dared me. He said, you write this book. You have 7 weeks to write this book before World Fantasy in Austin. And if it's finished, Jay said he would introduce me to every editor and every agent that he had met when he was trying to sell Mainspring. This seemed like a good deal. So I wrote Lamentation in 6.5 weeks, in every spare moment of every bit of time, making up characters I had no idea who they were, completely pigeonholed by this little short story that I wanted to be faithful to. And somewhere in the midst of it I realized, I guess it's going to be 3 books, but I'd better just say 5. Donc je voulais donc écrire ces 4 nouvelles, donc j'ai écrit la deuxième, je l'ai envoyée à Realms of Fantasy, et on m'a répondu non, cette histoire n'est pas indépendante. Et j'ai eu donc il y avait une note dans la marge quand on m'a renvoyé l'histoire faite par la rédactrice en chef de Realms, qui m'a dit, la note disait, va écrire un roman dans ce monde avec ces personnages. Mais je me suis dit, oulala, non, moi je suis un auteur de nouvelles, les romans c'est gros, ça fait peur, donc non. Et mon meilleur ami, l'auteur Jay Lake, m'a emmené, et ma femme m'ont emmené dîner, et ils m'ont dit, en substance, t'es même pas capable. Écris ce roman, t'as 7 semaines. Dans cette semaine, c'est la World Fantasy, donc, qui est un des grands festivals de fantasy aux États-Unis, à Austin. Si tu finis, Jay Lake m'a dit, si tu finis le roman avant la World Fantasy, moi j'ai un roman à présenter, je t'emmène et je te présente à tous les éditeurs et tous les agents que je connais. Donc j'ai écrit Lamentation en 6 semaines et demie, dans le moindre petit moment de liberté que j'avais, en créant des personnages. Au début je ne savais pas trop où ils allaient aller, tout en m'efforçant de rester à cette nouvelle d'origine à laquelle je voulais être, fidèle. Et je me suis dit, bon, cette histoire fera probablement 3 livres, mais juste histoire d'être sûr, je vais dire que ça en fera 5. Et en même temps, ça a dû être 6 semaines de foisonnement, parce que, donc pour vous raconter, la cité est détruite et de nombreuses factions vont s'intéresser un petit peu. Il y a un rééquilibrage politique qui se fait. On imagine un espèce de foisonnement entre les différentes parties, les différents personnages. Comment vous avez fait? Ça doit être un bouillonnement. I woke up at 3 in the morning and I wrote, and I went to work, and then on my lunch break I wrote, and then when I came home from work I wrote, and if we went in the car anywhere more than 15 minutes I sat in the back seat with a laptop and wrote. I wrote until my wrist was sore, but from the time I started the book, September 11th, 2006, until the time that I received my 5-book contract, October 17th, 2017, or 2007. Yeah, the future. I went into the future. 13 months, and I had the 5-book, because everybody loved this crazy experiment of mine. Mais en fait, je me levais à 3h du matin, j'écrivais. Ensuite, j'allais travailler, à ma pause déjeuner, j'écrivais. Ensuite, je rentrais chez moi après travailler, j'écrivais. Quand on prenait la voiture, plus de 15 minutes pour aller où que ce soit, je m'installais à l'arrière avec un portable, j'écrivais. J'ai écrit jusqu'à en avoir mal au poignet, et entre le moment où j'ai commencé cette histoire, le 11 septembre 2006, jusqu'au moment où j'ai reçu mon contrat pour les 5 livres, donc en octobre 2007, il s'est écoulé seulement 13 mois. Mais tout le monde avait l'air d'apprécier cette espèce d'expérience un peu dingue que j'avais tentée. C'est pour tous ceux qui l'ont lu, et c'est vrai que ce qui reste après la lecture, il y a des images très fortes. Il y a cet homme mécanique qui pleure, il y a cette cité qui est détruite. Dans la description même des personnages, on va le voir avec nous dans quelques moments. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des images très fortes comme ça pour les lecteurs?
Yes. I mean, I write what I feel and what I see, and the characters. I don't have a Bible of my characters. I don't have maps on the wall. It's inside. It comes out. And Patronus is Patronus. Of course, he speaks this way. Jin Lee Tam is Jin Lee Tam. Of course, she speaks this way. But yeah, I do. I have images in my mind of what the story is, but it's through the eyes of the characters, except for Isaac. I keep Isaac. We never see what's inside of him. Oui, tout à fait. J'écris en fait ce que je ressens et ce que je vois en moi. J'ai pas de grosse bible pour mes personnages, j'ai pas de carte à mes murs, j'ai tout ça en moi et puis ça s'exprime et ça sort sur le papier. Petronus c'est Petronus, bien sûr qu'il parle de cette façon-là puisqu'il est Petronus. Jin Lee Tam, c'est Jin Lee Tam, bien sûr qu'elle parle comme ça puisqu'elle est Jin Lee Tam. Donc je m'immerge dans leur esprit et l'on voit l'histoire à travers les yeux de ces personnages et c'est eux qui guident, à l'exception d'Isaac puisqu'on ne voit jamais l'histoire sur son point de vue à lui. On va avoir notre deuxième moment de lecture justement sur l'un des personnages principaux qui va devenir la femme du héros. À la frontière du campement, Jin Lee Tam observe l'herbe et les fougères se coucher tandis que les éclaireurs magifiés de cette Berthe entraient et sortaient du camp. Ces hommes étaient presque invisibles, mais le père de la jeune fille l'avait entraînée avec soin et elle distinguait leur silhouette dans les rayons du soleil qui traversaient la voûte des arbres. Dans l'ombre, ils étaient de véritables fantômes, silencieux et transparents. Cette Berthe avait ordonné à ses soldats de faire halte à plusieurs lieues de Winweir. Puis il était parti en reconnaissance avec son escouade d'éclaireurs et ses généraux. Avant son départ, il était agité de tics et semblait de très mauvaise humeur. Mais à son retour, il souriait et ricanait sans cesse. Jin Lee Tam avait remarqué que ses compagnons ne partageaient pas sa gaieté. Ils étaient pâles, effarés et peut-être même honteux. Elle entendit quelques bribes de conversation. « Je me serais opposée à cette opération si j'avais su que nous en arrivions là, » déclara la générale. Cette Berthe haussa les épaules. « Vous saviez que c'était une éventualité. Vous avez été au même sein que nous. On vous a seriné toutes ces histoires à propos de Pandroheim, de Xum Itzir, de l'âge de la folie Hilar et d'autres fadaises ando-franciennes. Vous les connaissiez aussi bien que moi. Ce qui est arrivé aujourd'hui a toujours fait partie des possibilités. La bibliothèque a été détruite, cette Berthe. Ce n'est pas certain, intervint un autre homme. Il s'agissait de l'andro-francien qu'ils avaient rencontré la veille sur la route, un apprenti de la grande bibliothèque. Jin Lee Tam l'avait vu au palais de Cerbère. C'est lui qui avait apporté à l'homme de métal au prévôt l'année précédente. Il était revenu à plusieurs reprises pour lui apprendre de nouveaux tours. Les mécas serviteurs ont une grande mémoire. Si nous les rassemblons, nous pourrons récupérer une partie des données de la bibliothèque. C'est possible, lâcha cette Berthe avec indifférence. Je pense cependant que nous pouvons leur trouver une utilité plus stratégique. Le général hoqueta. Vous ne voulez quand même pas dire que... Cerbère aperçut Jin Lee Tam au bord de la piste et il leva la main pour interrompre l'officier. Ah, ma charmante concubine qui attend mon retour. Avec angoisse, j'en suis persuadée. Jin Lee Tam sortit de l'ombre et fit la révérence. Seigneur, vous avez manqué quelque chose, ma chère, déclara cette Berthe, avec une mine d'enfant ravi. C'était tout simplement stupéfiant. La jeune femme sentit son estomac se contracter. Je suis certaine que le spectacle valait le déplacement. Cette Berthe sourit. Je suis comblée. Le résultat a dépassé mes espérances. Il se rappela soudain qu'il n'était pas seul. Nous parlerons plus tard, dit-il à ses compagnons. Il les regarda s'éloigner, puis il se tourna vers Jin Lee Tam et reprit la parole à voix basse. Il y aura sans doute un banquet officiel demain.
J'ai fait savoir à Rodolfo et à son armée errante que nous arriverons un peu avant midi. Il plissa les yeux. J'espère que vous brillerez avec moi. Djinn-Litan n'avait jamais rencontré le roi Tzigane, mais son père le décrivait comme un homme redoutable, impitoyable et un peu trop coquet. Les 9 maisons sylvestres restaient à l'écart des autres royaumes et vivaient presque en autarcie aux confins du Nouveau Monde, loin des cités dormantes du delta des Trois Fleuves et de la côte d'émeraude orientale. Djinn-Litan s'inclina. « M'est-il arrivé de ne pas briller en votre honneur, Seigneur ?» Sedbert éclata de rire. « Vous ne brillez que pour votre père, Djinn-Litan. Je ne suis que le client fatigant d'une putain. » Il se pencha en avant et grimaça un sourire. « Mais les événements de Winwyr vont changer cela, non ?» Elle ne fut pas surprise d'entendre Sedbert la traiter de putain, et elle ne s'en offusqua pas. En outre, le prévôt était en effet un client fatigant, mais ses paroles inquiétèrent la jeune femme. C'était la 2e fois en quelques jours qu'il faisait référence à son père. Elle se demanda depuis combien de temps il était au courant. Pas trop longtemps, espéra-t-elle. Elle déglutit tant bien que mal. « Que voulez-vous dire ?» Sedbert se renfrogna. « Nous savons tous les deux que votre père n'hésite pas à jouer les putains, lui non plus. Il se trémousse sur les genoux des andro-franciens en échange de quelques pièces, et il répète de vagues rumeurs à leurs oreilles velues. Mais son temps est révolu. Vous, vos sœurs et vos frères serez bientôt orphelins. Vous devriez songer à vos intérêts tant que vous avez encore le luxe de pouvoir faire les choix. » Son visage s'éclaira et il poursuivit d'une voix presque enjouée. « Dînez avec moi ce soir !» Il se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur sa joue. « Nous fêterons l'avènement du nouvel ère. » Jean frissonna. Elle espéra que le prévôt ne l'avait pas remarqué. Sedbert regagna le champ en sifflotant. La jeune femme resta immobile pendant un long moment, tremblante de rage et de peur. Merci Maud. Une petite question, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre... Oui, je vais applaudir. Une petite question, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos mots lus en français? Ooh la la. It sounds good. It sounds really good. Yes, it's beautiful. I have no idea. I know what's seen, but I have no idea what's actually being said. But yeah, I could listen all day. C'est vraiment très beau, c'est vraiment super. Je sais, je connais la scène à laquelle il est fait référence, mais bon, par contre je comprends pas du tout les mots et les phrases, mais j'adore la mélodie, je pourrais écouter ça toute la journée. And it humbles me because I grew up poor in a trailer, raised by wolves. Now I'm sitting in fucking France, listening to my book being read in French. It's been translated. Imaginal was kind enough to award the first one a prize, and it's big. It's surprising, and I'm very grateful. Ça me rend très humble aussi. J'ai grandi pauvre dans une caravane, élevé par des loups, et maintenant, bordel, je suis en France. Et j'entends mon livre lu en français et les Imaginales ont eu la gentillesse de me faire l'honneur de me donner le prix l'année dernière, etc. Enfin, tout ça est absolument énorme et très étonnant et je suis très reconnaissant. Alors une petite question sur ces personnages, il y a plusieurs personnages. Je voudrais qu'on s'arrête juste sur Rodolfo. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Comment vous pourriez en parler? Comment vous le voyez-vous? C'est un roi du peuple de Tzigane. Je m'appelle Rudolfo. I saw Rudolph. I was writing Rudolfo as the part of me, except I made him very short and slender. As somebody who was used to, a wide open life, enjoying his life, but underneath that we know that there was pain in his past. And so, and he's also a trope. In epic fantasy, I'm taking characters from epic fantasy, but I'm doing science fiction with them. So he's the dashing prince.
with his dangerous band of gypsy scouts. He's Duke Leto Atreides. He's, you know, this very different kind of hero. Quand j'ai conçu et j'écris Rodolfo un peu comme s'il était une part de moi, à part que je l'ai fait plus petit et plus mince, et qui a devant lui une vie et des horizons totalement ouverts, qui profite de la vie et de l'aventure, mais cela cache une douleur dans son passé. Quelque part, le Rodolfo est un trope, un des thèmes, un des archétypes de la fantasy épique. Ce que je fais un peu d'ailleurs, je prends les archétypes de la fantasy et j'en fais de la science-fiction avec. Mais dans le cadre de la SF, Rodolfo c'est un peu le prince aventurier osant qui est avec sa bande d'éclaireurs dangereux. Il y a un petit côté Leto Atreides. Et en même temps, tous vos personnages, on a l'impression en fait que certaines personnes tirent les ficelles et qui ne sont pas libres de leur choix. Même Rodolfo, surtout Rodolfo. And I think that's the evolution of the story is his discovery that he's never had any of the power he thought that he had. And it's that he is a product of the machinations of others and the results of those choices. Et oui, effectivement, et d'ailleurs, je pense que c'est un des composants de l'évolution de l'histoire où Rodolfo découvre qu'il n'a jamais en fait détenu le pouvoir qu'il croyait avoir et qu'il est finalement le produit de machination et de choix que d'autres ont fait à sa place. Vous avez passé plusieurs années avec ces personnages pour écrire cette trilogie. Quel est votre rapport d'auteur à ces personnages? Certains auteurs disent que ce sont quasiment des amis quand ils ont des personnages récurrents comme ça. It's a mixed bag. I love them. They feel like people to me. They're starting to feel like they've been staying a little too long. But some of that's because there was a delay. You know, there was 2 years where I couldn't write because I lost my father, my mother, my nephew, along 8 people. We lost 8 people, and then we had twins. And I was working full time, and I had health trouble because of this post-traumatic stress disorder, which wouldn't let me write. So I had a little vacation from them. It was very nice to get back to them with Requiem, and I'm ready to be done with them after him. That I've met some new characters that maybe will get their own series someday. C'est un peu un mélange. Je les aime. Pour moi, ce sont des véritables personnes, ce sont des êtres humains à part entière. Et je commence un peu à avoir l'impression qu'ils sont restés un peu trop longtemps à la maison. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un délai, un hiatus d'environ 2 ans où j'ai pas pu écrire. J'ai perdu mon père, ma mère, mon neveu, 8 personnes au total, et puis on a eu des jumeaux, et puis j'ai eu des problèmes de santé avec un syndrome post-traumatique qui m'a empêché d'écrire. Donc j'ai dû prendre des vacances loin de ces personnages, mais c'était vraiment bien de revenir à eux avec Requiem qui est le 4e tome. Et je pense qu'avec Hymne qui sera le 5e, je m'arrêterai là. Mais au cours de la série, on a vu de nouveaux personnages, et donc peut-être qu'eux auront leur propre série, on verra. Une petite question, il y a un pape, il est question aussi de religion, et l'image qu'il renvoie n'est pas très reluisante. C'est cette religion, vous avez envie de dire quelque chose là-dessus? I had a very, I was a minister, and I was a minister in a belief system that still uses Bronze Age and older notions of blood sacrifice. I wanted initially in the first book to introduce a religion created intentionally by secular humanists, worshiping the light of human reason and understanding to create a hierarchy that would protect what was left of humanity in this desolated world, and to see what would happen if that group of people fell into dogma. And then, of course, as the series progresses, we begin to explore the blood sacrifice notions. And so, for me, I came from this. I used to believe these things that I don't believe any longer.
And I felt like this would be a good sandbox. My subconscious plays in this sandbox. And if we go into it as play, in a sandbox, in fantasy or science fiction, we can lay hold of ideas that might frighten us if we thought of them in the real life. En fait, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai été pasteur et je croyais et je défendais un système de croyances qui utilise toujours des méthodes et des croyances héritées de l'âge de bronze et les sacrifices du sang. Donc ma première idée et ma première relation avec ce livre, cette histoire, c'est que je voulais, je me disais, et si une religion avait été créée par des athéistes ou au moins un groupe d'humanistes séculaires qui adorerait la lumière de la raison et qui la considérait comme étant le rempart contre le chaos et qui construirait cette hiérarchie de façon à essayer de conserver le peu de conserver le peu de savoir et surtout le peu d'humanité qui reste après l'apocalypse. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe et au bout de combien de temps est-ce que ces gens-là tomberaient dans le dogme. Et ça m'a permis également d'explorer les notions de sacrifice de sang. Et en fait, cette idée-là me sont venues parce que autrefois je croyais à ces choses-là moi-même. C'est plus le cas. Donc j'avais envie de me créer une sorte de bac à sable où mon inconscient pourrait jouer librement. Et je pense que c'est une des forces de la fantasy et de la science-fiction, c'est qu'on peut mettre devant nous et jouer avec des idées comme dans un bac à sable, avec ces idées qui, par ailleurs, nous feraient peur dans la vie réelle. Et donc de pouvoir jouer avec et de l'expérimenter. Bon, on n'a pas encore parlé de l'homme mécanique. Et ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, c'est que le savoir, puisqu'il a du savoir en lui, est l'un des grands enjeux de cette trilogie. Vous aviez vraiment envie que le savoir soit au cœur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. And this ties in also to the subconscious, that the idea that to come through the life that I've come through, knowledge has been power. Knowing is what the path, knowing that change is the path life takes, and knowing this, and so yeah, and I wanted to, I have a deep love of libraries and the gathering of knowledge, and I liked the idea of them, I liked the idea of a metal man who didn't want to become human, but because of circumstances and trauma, begins to experience humanity because of the things he's been bent towards. Alors, à nouveau, il y a à nouveau le lien avec mon inconscient, avec le subconscient, et donc cette idée de bac à sable de ce monde dans lequel je jouais. Je pense que ça vient de la vie que je menais autrefois quand j'étais dans le clergé, puisque je venais d'un monde où le savoir c'était le pouvoir. Le savoir de décider ou d'envisager le chemin que la vie allait prendre. Et je garde toujours une profonde affection, beaucoup d'amour pour les bibliothèques et pour tous ces grands rassemblements de savoir au même endroit. Et j'aimais bien l'idée d'avoir justement cet homme mécanique qui pour le coup ne cherche pas à devenir humain ou n'en a pas l'envie, mais qui, à cause des circonstances, à cause de ses traumatismes, va le devenir ou du moins s'en rapprocher, à cause également du chemin qu'on l'a fait prendre et de ce vers quoi on l'a orienté. Maintenant que vous êtes au 5e tome, entre guillemets, quel regard vous avez sur le début de la série? Okay, I never liked Lamentation. I was terrified when I wrote it that it was the stupidest book ever written. Action, everything happens off stage, and then we think about it and feel it. And I was convinced that when I sent Jay the first 5 chapters, that he would let me off the hook from my bet. And to this day, now when I go back and I reread all 4 books to get ready to write him, I read Lamentation and thought, okay, I can see what I was doing that seemed to work, but I still think I could have done it better. And some of this it's my own problem. It was my first, so I had no confidence. Cantique I thought was and then I thought Antiphon was okay. I love Requiem. I think Requiem is the strongest of the series. And the way that the reviews are going, it seems to indicate the same.
Ok, bon, je vais vous faire un aveu, j'ai jamais aimé Lamentation. J'étais terrifié quand je l'ai écrit, je me suis dit mon Dieu c'est le truc le plus idiot que j'ai jamais écrit, toute l'action se passe dans les coulisses et puis après on le sait après coup, on y réfléchit, etc. Et quand j'ai écrit au début donc les 5 chapitres et que j'ai envoyé donc ces 5 premiers chapitres à Jay, je me suis dit qu'il allait me laisser, qu'il allait me dire bon bah c'est bon, il allait me désengager du pari et de l'engagement que j'avais fait avec lui. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, quand donc au début je l'aimais pas, mais maintenant quand je relis les 4, que j'ai relu les 4 pour préparer pour faire le 5e, et que j'ai lu Lamentation, je me suis dit ok, bon, d'accord, je vois ce que j'ai essayé de faire et ce qui me pensait pouvoir fonctionner. Mais bon, c'était le problème de faire un premier livre. Il faut bien faire un premier, et j'avais pas confiance en moi, et voilà. Alors je pense que, honnêtement, je pense que Quantique est bon, ok. Je pense qu'Antiphon est vraiment pas mal, et j'adore absolument Requiem. Je pense que c'est le meilleur et le plus fort des 4. Et d'ailleurs, si on lit les critiques, ils ont l'air plutôt d'accord. Une petite question, vous avez découvert musicien, quelle est un petit peu la place de la musique dans votre vie d'écrivain? It's central. It's central in my life. I come from a line of musicians. My mother was a country western singer, briefly. But because there was a guitar laying around the house, I picked it up and taught myself to play. My grandfather taught himself piano at age 4 and used to play honky-tonk. And when he died, he could play an organ with one hand and a piano with the other hand while singing at the same time. For me, music is a place where I can go. If I'm singing and sharing music with a group of people, I'm both with them and I'm with myself alone. To this day, if I don't listen to music while I'm writing, I can't write. I need the music. Sometimes I'll start to write, why? What the hell's wrong? Oh, music. Oh. And for me, Simon and Garfunkel were a huge comfort to me musically when I was small. I would, well, if you've read Lamentation, you'll know there's a connection here. When I was 4, my brother died. And I used to, as a small boy, listen to Simon and Garfunkel in his room while he did homework. So to this day, when I come back to that music, it provides a sense of comfort for me. And then other, you know, acoustic type music, it just moves me for some reason. And so it's also become the titles of my sequence and the overall story, the, you know, Psalms d'Isaac is you know, the Psalms of Isaac. You know, we think about the Psalms of David, you know, but these are the Psalms of a metal man, and who we never ever are inside of. So I think now for me, music is very healing. It creates. I've wandered Paris for 8 days with a guitar, making friends, because everybody speaks music. La musique est centrale absolument, mais surtout dans ma vie de façon générale. Je viens d'une famille, d'une lignée de musiciens. Ma mère a été chanteuse de country pendant un bref moment. Il y avait toujours une guitare à la maison et je l'ai prise et je me suis plus ou moins appris tout seul à en jouer. Mon grand-père s'est appris tout seul à jouer du piano à 4 ans. Et à la fin de sa vie, il était capable de jouer de l'orgue d'une main, du piano avec une autre main et de chanter en même temps. Ce que j'aime dans la musique, c'est le partage, c'est-à-dire quand je suis en train de jouer avec des gens, avec un groupe de gens, je suis à la fois avec eux et je suis avec moi-même seul. Et il se passe pas un jour sans que j'écoute de musique. Et d'ailleurs, même si j'écoute pas de musique, je suis incapable d'écrire. Parfois, je suis chez moi, je commence à écrire, je me dis ça va pas, il y a un truc qui colle pas, j'y arrive pas. Et je me dis ah oui, qu'est-ce que j'ai oublié? La musique. Et là, d'un seul coup, je la mets et tout se passe bien. Simon & Garfunkel a été un énorme réconfort pour moi musicalement. D'ailleurs, si vous lisez Lamentation, vous allez voir qu'il y a un peu des liens avec leur musique. Quand j'avais 4 ans, mon frère est mort et j'écoutais Simon & Garfunkel dans sa chambre en faisant mes devoirs. Et ça a toujours été donc un grand réconfort pour moi. Et c'est quelque chose qui m'émeut. D'ailleurs, si vous regardez c'est pas par hasard que les titres de chaque volume de la série sont des hommages à des formes musicales.
D'ailleurs, en parlant des psaumes, la série s'appelle les psaumes d'Isaac, on pense souvent aux psaumes de David, mais là le but c'est que ce sont justement les psaumes d'un homme mécanique dont on ne sait jamais ce qu'il pense, on ne va jamais dans sa tête, il n'est jamais un point de vue. Donc la musique pour moi a un profond pouvoir guérisseur. Une fois d'ailleurs, récemment, j'ai vagabondé une semaine dans Paris avec une guitare à la main et je me suis fait des tas d'amis tout simplement parce que tout le monde parle le langage de la musique. Il nous reste 5 petites minutes avant qu'on passe à la remise des prix des Imaginales. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Oui. Bien fort. Vous allez faire en français comme ça, je sens bien. I have one playlist of 5,000 songs. Non, j'ai juste une playlist avec peut-être 5000 morceaux dessus. And if I don't like the song, I move to the next. Et si j'aime pas, je passe au suivant. Est-ce qu'il y a une autre question musicale ou non? Monsieur, faites le domaine secteur. On va prendre une autre question. Alors peut-être dites-nous sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement. Et puis j'ai noté sur notre site internet 3 livres qui ne sont pas encore écrits, publiés, tout le moins traduits en français. Si vous pouvez nous donner un petit aperçu. Well, I have 2 short story collections in English, and the French rights are available if we can find, and of course we'd love for them to come out here, so if that could happen. I'm working on some small projects now in preparation to dive into him. Him will take me 3 or 4 months to write, but right now I'm working on the sequel to Metatropolis Cascadia, which won the Audio Award. It's an Audible project, so I'm editing that with Jay Lake, and it has 7 different authors, all nearish future science fiction. I'm working on a film treatment for one of my short stories that I need to wrap and turn in, and then I've got him. And then when I'm done with that, I'm going to take a little break and write something that's entirely different. Donc j'ai deux recueils de nouvelles qui sont publiés en anglais et pas en français, et j'aimerais beaucoup les voir un jour publiés en traduction. Pour l'instant je fais surtout des petits projets avant de me plonger dans Hymne qui va nécessiter 3 à 4 mois d'écriture à plein temps. Donc je travaille sur la suite de Metatropolis Cascadia qui est un projet audio fait avec Jay Lake et avec 7 auteurs où on fait de la science-fiction à très court terme, une anticipation vers le futur proche. Je dois également boucler le script d'un film qui est fait, adapté à partir d'une de mes nouvelles, et je dois rendre ça. Et puis ensuite je me plongerai dans Hymne. Puis une fois que tout ça sera fait, je pense que je prendrai une petite pause et puis je ferai peut-être quelque chose de totalement différent. Et bien on arrive au bout de cette table ronde. Merci beaucoup à Ken Scholes, merci beaucoup à Lionel pour la traduction, et puis à Maud qui disait pour la première fois qu'il s'en est bien, très très bien sorti. Merci beaucoup. Merci à vous.